Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour le tout nouvel épisode de la consultation des leaders. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est omniprésent dans notre société occidentale et dont souffrent majoritairement les entrepreneurs, bien que, nous allons le voir aussi, cela touche les salariés. Je veux parler de l'épuisement professionnel et plus spécifiquement du burn-out. Vous allez le voir, tous les épuisements professionnels ne sont pas des burn-out. Par contre, nous entendons parler de burn-out à toutes les sauces. Alors, qu'est-ce qu'il se cache concrètement derrière ce terme? Qu'est-ce que cela signifie? Et quels sont les signes que nous allons voir? Qu'est-ce qu'il se passe exactement dans notre corps, dans notre physiologie pour arriver à ce burn-out et pour pouvoir décrire le burn-out comme étant véritablement une maladie. C'est une des maladies du XXIe siècle, une des maladies que nous allons retrouver principalement dans nos sociétés occidentales. Nous allons voir ça tous ensemble. Pour ceux qui le savent, j'ai traversé également un burn-out qui a été véritablement délabrant. Je voudrais juste spécifier que cet épisode ne va pas être un témoignage de mon expérience personnelle. Il est pour moi trop tôt d'en parler, je vous ferai peut-être un épisode prochainement concernant justement mon expérience personnelle, mais ici j'ai surtout envie de vous donner les clés pour pouvoir repérer les symptômes et pour éviter au maximum d'arriver au burn-out. Et si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui en souffre, de pouvoir comprendre exactement ce qu'il se passe et éviter de le stigmatiser, puisque on le sait, le burn-out c'est quand même une pathologie, d'accord qu'on entend parler énormément, cela reste quand même quelque chose avec une connotation très négative, avec une grosse stigmatisation dans notre société. Et c'est justement grâce à cet épisode que j'aimerais éclairer toute une série de points pour que vous sachiez exactement de quoi on parle. Pourquoi est-ce que j'ai envie de parler du burn-out ici, outre l'expérience personnelle qui m'est arrivée? Je vais vous donner juste un chiffre, 30%. Entre 20 et 30% des entrepreneurs subissent au cours de leur aventure entrepreneuriale un épuisement professionnel notifié sous le nom de burn-out. C'est majeur, puisque les mêmes statistiques existent au niveau des personnes dans le salariat, et là, les statistiques d'épuisement professionnel, tout confondu, concernent 15 à 20% de la population salariée. Ce qui veut dire qu'il s'agit du double d'entrepreneurs par rapport aux salariés qui subissent un burn-out. C'est énorme. 30%, c'est presque un entrepreneur sur 3. Ce qui veut dire que dans notre entourage, nous connaissons ou allons connaître quelqu'un qui va subir, qui va souffrir d'un burn-out. Il existe plusieurs explications à ces statistiques. La première étant déjà qu'il n'y a pas de médecine du travail pour les entrepreneurs qui sont indépendants, qui sont à leur propre compte et qui n'ont pas toute une structure en place comme nous pourrions l'avoir dans les grosses sociétés, dans les grosses boîtes qui ont une obligation légale d'avoir une campagne préventive pour le burn-out et c'est absolument essentiel. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas chez les entrepreneurs et qui joue en partie dans cette augmentation de chiffres de prévalence du burn-out chez les entrepreneurs. Il ne s'agit pas que de ça. Je ne vais pas en parler en long et en large ici parce que c'est pas le sujet du podcast. Je referai un épisode de podcast là-dessus. Mais la personnalité, les mécanismes de fonctionnement, les mécanismes de défense qui caractérisent la plupart des entrepreneurs sont également à l'origine de cette prévalence beaucoup plus importante du burn-out. J'y reviendrai plus tard. Je vais déjà commencer par vous donner la définition claire de l'épuisement professionnel et du burn-out. Qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique? Quels sont les symptômes? Et une petite note sur la stigmatisation du burn-out. Tout d'abord, il est essentiel de savoir de quoi on parle. S'agit-il d'un épuisement professionnel? S'agit-il d'un burn-out? Tout d'abord, tous les burn-out sont des épuisements professionnels. Je le répète, tous les burn-out sont des épuisements professionnels, à l'exception du burn-out parental. Je ne suis pas habilitée à en parler ici en tant que médecin, mais sachez que le burn-out parental existe et c'est une entité tout à fait à part. Ici, nous parlons vraiment des burn-out professionnels et donc
tous les burn-out professionnels sont des épuisements professionnels. Et c'est là qu'arrive la subtilité parce que tous les épuisements professionnels ne sont pas nécessairement un burn-out. En fait, ce qui dissocie les deux est l'intensité, notamment, plus toute une autre série de critères que nous allons voir tout de suite. Venons-en du coup à la définition. L'épuisement professionnel tout d'abord est un état de fatigue lié au travail, avec des signes comme une perte de motivation, une perte d'énergie et une diminution de l'efficacité sur le lieu du travail. C'est un processus qui est cumulatif et qui est tout à fait réversible avec du repos. Le burn-out, lui, est un syndrome qui prend en ligne de compte toute une série de symptômes et qui a été décrit par l'OMS comme étant un stress chronique intense avec une dépersonnification et un manque d'accomplissement personnel. Il y a donc les 3 critères, dont le premier, le stress chronique intense, et là-dedans intervient en réalité l'épuisement professionnel. Les 2 autres critères, la dépersonnification et la diminution ou le manque d'accomplissement personnel, la perte de sens, ne se retrouvent pas dans l'épuisement professionnel. Non pas pour dénigrer évidemment l'épuisement professionnel, ce n'est pas du tout le discours ici, je voudrais surtout que vous compreniez la différence entre les deux. Parce que les thérapeutiques et les risques liés à l'un et à l'autre sont tout à fait différents, on ne parle pas de la même chose, et ce qu'il va falloir mettre en place pour se sortir de l'épuisement professionnel ou de burn-out n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre, ou pas tout à fait en tout cas. L'épuisement professionnel, comme je l'ai dit, est résolutif avec le repos. On repart sans séquelles. Le burn-out, par contre, lui, laisse des séquelles et une guérison prend entre 6 mois et 2 ans. C'est énorme, c'est majeur. Imaginez-vous, un épuisement professionnel va en général avec un arrêt de travail entre 1 mois et 6 mois, quand le burn-out va du double au quadruple de temps, laisse des séquelles visibles au long cours et il y a un drastique changement nécessaire à faire dans la manière dont la personne se comporte, dans ses mécanismes de défense, dans son mode de fonctionnement, dans son attitude de façon générale. Et c'est ça qui est important de comprendre. L'un ne demande pas nécessairement un changement, et si ce n'est quand même une certaine revue de la manière dont on travaille, de la gestion et de l'organisation du temps et du management peut-être, tandis que le burn-out marque littéralement un changement interne profond, tant au niveau de la physiologie qu'au niveau de la personnalité de la personne, qu'au niveau de ce qu'elle va faire par la suite de sa vie. Tant l'épuisement professionnel est un diagnostic qui est plutôt clinique, le burn-out, lui, a une échelle de diagnostic. Il s'agit de la classification de Maslach. On parle également de la Maslach Burnout Inventory. Il y a 3 critères, ce sont les 3 critères que j'ai cités précédemment, à savoir l'épuisement émotionnel avec un stress majeur, chronique, ultime, qui ne nous permet plus de gérer aucune émotion. La personne est à fleur de peau systématiquement, peut partir en crise de pleurs, en crise de colère pour les choses de la vie. Il y a une dépersonnalisation. La dépersonnalisation est assez complexe à comprendre. Il s'agit tout d'abord de comportements, de prises de décision qui sont à l'inverse, au total opposé de ce que la personne est d'habitude. Elle prend des décisions qui ne lui ressemblent pas, elle a des comportements qui ne lui ressemblent pas, qu'elle ne sait pas expliquer, et elle a une distanciation vis-à-vis de la situation, vis-à-vis de son travail et vis-à-vis des autres personnes qui la rend excessivement sarcastique, cynique ou tout à fait coupée de ses émotions. Il s'agit du coup de quelqu'un qui évolue dans un environnement noir et blanc, si vous voulez. Il n'y a pas de dimension affective, il n'y a pas de dimension morale parfois non plus, et tout est sujet au cynisme. La 3e caractéristique est la diminution du sens d'accomplissement personnel, la perte de sens, comme on entend très souvent parler.
Il y a un manque de sens de compétence, la personne a l'impression d'être complètement dévaluée, de ne plus avoir aucune compétence et d'être de moins en moins efficace. À tort ou à raison, c'est sûr qu'avec l'épuisement professionnel et le burn-out, l'efficacité diminue, mais elle se sent véritablement atteinte profondément, personnellement, au niveau de sa confiance en soi et au niveau de sa capacité personnelle à réaliser les choses. Notamment ses tâches professionnelles. Alors tout ça, c'est la définition, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'il se passe réellement dans le corps ? Le cortisol, majoritairement, est excessivement haut. Il s'agit de l'hormone du stress par excellence. Il s'agit d'une bonne hormone de stress, puisque nous avons besoin de stress, nous avons besoin d'une certaine énergie libérée par le cortisol et par l'adrénaline, si ce n'est que ça devient totalement pathologique et totalement délétère pour tout l'organisme quand ce cortisol caracole et caracole et caracole dans des valeurs excessivement hautes durant une longue période de temps. Une longue période de temps, on parle généralement de mois ou d'années. Quand on se retrouve sur une période de temps plus courte, sur plusieurs semaines, on arrive d'abord dans la phase d'épuisement professionnel, puisqu'il y a quand même un stress qui est lié par rapport à ça, mais qui ne devient pas aussi chronique, aussi dramatique que ce qu'on peut le voir dans le burn-out. Le cortisol, il fait quoi ? Non seulement c'est un booster total de notre corps, il nous permet de développer une énergie intense, d'avoir un focus très important, d'être hyper efficace, hyper productif sur une courte période de temps. Quand on arrive au burn-out, au moment où la personne crache, où la personne est détruite avec tout ça, on se rend compte qu'elle est arrivée au bout total de toutes ses réserves. Il n'y a plus rien dans le réservoir, il n'y a plus de combustible, il n'y a plus d'adrénaline, il n'y a plus de cortisol, il y a une insuffisance de ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. C'est l'axe qui passe de la tête au surrénal et qui permet de produire non seulement le cortisol, mais aussi l'adrénaline. Et ça se retrouve à plat. Et donc, vous comprenez bien qu'avec un réservoir qui est complètement vide, le corps ne sait plus se bouger. Et c'est comme ça qu'on arrive avec une personne qui, du jour au lendemain, s'effondre. Littéralement, s'effondre. Ne sait plus où elle est, ne sait plus lever, ne sait plus se lever de son lit, ne sait plus rien accomplir des tâches simples de la vie quotidienne. Il y a le crash qui est survenu. La deuxième chose que l'on remarque, c'est au niveau des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs qui sont majoritairement impliqués dans le burn-out sont la sérotonine et la dopamine. Il y a une carence complète dans ces neurotransmetteurs. Vous vous souvenez, les neurotransmetteurs, ce sont ces petites molécules qui passent d'un nerf à l'autre pour avoir une bonne communication entre les deux. S'il y a une carence assez importante, voire complète, on peut imaginer que l'efficacité du cerveau soit littéralement à plat. Et souvenez-vous, la sérotonine, je pense que j'en avais déjà parlé, la carence en sérotonine est la cause majeure de la dépression. Il y a donc au long cours avec un burn-out, s'il n'est pas bien pris en charge, s'il n'est pas traité correctement, un risque hyper important de développer de la dépression ou d'autres troubles psychiatriques. Cette carence en neurotransmetteurs initialement, donc la carence en sérotonine, la carence en dopamine, sont aussi les précurseurs de l'anxiété et c'est quelque chose qui s'installe au long cours. Ce n'est pas du jour au lendemain où les neurotransmetteurs vont diminuer de cette façon-là, mais au fur et à mesure que le stress chronique s'installe, se poursuit, perdure, la dopamine diminue, la sérotonine diminue et qui provoque de l'anxiété, une perte de motivation et une très grosse baisse de productivité, d'efficacité. Ça, c'est ce qui se passe au niveau physiologique, au niveau interne, au niveau de notre molécule et de notre organisme. Mais comment est-ce que cela va se traduire physiquement ? Qu'est-ce que les personnes vont voir de l'extérieur chez quelqu'un
qui a justement un burn-out. La première chose qui est excessivement facile à voir, c'est l'irritabilité émotionnelle. La personne pleure, a des crises de larmes pour tout et n'importe quoi, ou des crises de colère, de frustration. Elle est en réalité incapable de gérer ses émotions et elle subit des tornades, véritablement des tempêtes émotionnelles à l'intérieur. Il n'y a plus du tout de régulation, il n'y a plus du tout de mécanisme d'apaisement possible. La personne va dépendre soit d'autres personnes, soit avoir besoin d'un isolement hyper important, que ce soit un isolement physique, social, au niveau sensoriel, des bruits, des sons, pour pouvoir arriver à gérer ses émotions. Puisque si elle est dans un cocon inhibiteur de tout ce qui vient de l'extérieur, mais il n'y a pas lieu, du coup, d'avoir des états émotionnels majeurs et intenses. Ça paraît logique. Mais ça, c'est la première chose que l'entourage va voir. La deuxième chose que l'on retrouve majoritairement et qui est répertoriée ou qui est décrite en tout cas par toute personne de l'entourage vivant avec quelqu'un qui est sur le chemin du burn-out ou qui vient de cracher, c'est la fatigue intense. Et celle-là est d'installation chronique, lente, insidieuse. Cette fatigue, elle semble irrécupérable. Il s'agit vraiment d'une fatigue avec une hypersomnie de quelqu'un qui peut dormir 12, 14, 16 heures par nuit. Dans mon cas à moi, j'en étais arrivée véritablement à faire des nuits au total de 15 à 16 heures pendant plus de 3 mois. Alors que l'épuisement professionnel, juste avec le repos, on peut s'en sortir, le burn-out pas. C'est essentiel. Il est essentiel de dormir. Le corps a besoin de récupérer. C'est une fatigue qui est tant mentale que véritablement physique, puisque on vient de le voir. Toutes les réserves de neurotransmetteurs et d'hormones sont à plat. Il faut régénérer les stocks. Et ce sont ces stocks qui sont importants, qui se font notamment durant le sommeil. Là où ça devient assez compliqué, c'est qu'avec le burn-out, survient des troubles du sommeil, que ce soit l'insomnie, que ce soit les parasomnies ou les cauchemars, le sommeil est particulièrement perturbé. Je me souviens, j'ai fait des nuits entières pendant des semaines et des mois, des cauchemars. C'est effroyable, c'est véritablement effroyable parce que d'un côté, on nous demande de dormir et de l'autre côté, on est incapable de dormir puisque notre nuit nous terrifie en réalité. Et c'est là aussi il est important de pouvoir sortir la personne de son environnement qui l'a rendue malade avec un arrêt de travail. C'est primordial tant pour le burn-out que pour l'épuisement professionnel, de sorte à ce que le stress ne soit pas alimenté, ne continue pas à être rajouté avec tout ce qu'il se passe déjà à l'intérieur du cerveau et que progressivement, le cerveau arrive à gérer son stress, arrive à se calmer et arrive à être suffisamment serein que pour dormir. Au niveau physique, on retrouve d'énormes douleurs musculaires. On sait bien que quand on est sous tension ou quand il y a une période de stress dans notre vie, ça se met souvent sur les épaules. Hop, on se retrouve avec les épaules qui sont montées comme ça, c'est pas très agréable à vivre. Ou dans le bas du dos. Il y a des gens aussi qui ont mal aux cuisses ou au niveau de la poitrine ou au niveau de la tête. La tête, c'est pas nécessairement des douleurs musculaires, on y reviendra après. Mais les douleurs musculaires sont en réalité la tension, la surtension musculaire parce que le stress ne sait pas s'évacuer ailleurs. Il se met un petit peu là où il sait. Il existe des gens qui du coup ont des contractures musculaires intenses avec un muscle qui est aussi dur que ma table ou d'autres personnes ont des problèmes digestifs. Ce qui est certain, c'est que avec le stress chronique, l'absorption des nutriments ne se fait plus correctement. On n'assimile plus les vitamines, on n'assimile plus les acides aminés, on n'assimile plus la quantité d'énergie nécessaire. Il y a une augmentation du poids ou une baisse de poids liée à cette alimentation, liée aussi à la dérégulation de l'alimentation. Généralement, prendre le temps de manger et prendre le temps de dormir, qui sont des choses de base, et faire du sport ne sont absolument plus faits. Donc, en plus de la mauvaise absorption,
typiquement la carence en B12 pour les gens qui continuent à manger de la viande, mais qui sont hyper stressés. La B12 ne rentre plus du tout dans l'organisme. Ce qui est produit aussi un manque de productivité, un manque de concentration, la perte de mémoire et une certaine dépression. C'est un cercle vicieux. Je parlais tout à l'heure des maux de tête. Cela va souvent en lien avec la déshydratation. De nouveau, quel intérêt de prendre du temps de boire puisqu'on est dans la suractivation constante? Les besoins de base sont totalement éliminés. Cela fait partie de tout ce qui est dépersonnalisation. Les personnes qui font un burn-out ont cette sensation après coup de n'avoir plus été que une tête pensante. L'organisme est censé suivre sans qu'on doive s'en occuper, sans qu'on doive lui laisser le temps de se reposer, sans qu'on lui laisse ou sans qu'on lui donne de quoi manger, de quoi s'hydrater. Les maux de tête surviennent aussi parce qu'on force au-delà de notre fatigue, au-delà de notre stress, à une efficacité de 150-200% de ce qui devrait être le cas. Rappelez-vous de la dernière fois où vous avez eu une journée stressante et vous n'avez pas bien dormi, vous avez eu très probablement mal à la tête. Imaginez ce que ça peut faire quand on se retrouve sur un stress chronique avec tous les dérèglements dont on a parlé pour l'instant et jusqu'à présent, qui se prolongent sur des mois, voire des années. La tête, elle explose, littéralement. Je parlais tout à l'heure de l'irritabilité émotionnelle, de cette incapacité à gérer les émotions. Cela fait partie des signes psychologiques que nous voyons quand une personne tombe en burn-out. Il y a donc l'irritabilité d'un côté, cette tendance caractère soupolé qui va monter très haut dans les tours, qui va s'énerver ou qui va être frustré pour rien du tout, mais il y a son contraire aussi, avec une apathie totale, une non-réaction à tout ce qu'il se produit dans la vie et tout autour de la personne. Il est tout à fait évident que la concentration, le focus et l'efficacité sont totalement en berne, et cela peut aller même plus loin, avec certaines personnes qui ont expérimenté malheureusement des amnésies. Cela est relativement rare, mais il peut y avoir une période, une certaine durée, où la personne ne se souvient absolument plus de ce qu'il s'est passé. Parce que le cerveau, en réalité, ne fonctionne plus correctement. La mémoire est totalement impactée, la capacité de concentration est totalement impactée. Et pour pouvoir faire des souvenirs, de savoir de ce qu'il s'est passé, il est nécessaire d'avoir une certaine capacité de concentration. Celle-ci étant tellement à plat, la mémoire est incapable de fonctionner. Ce qui est dramatique avec les personnes subissant un burn-out, c'est que très rapidement, après la chute, arrive un sentiment de culpabilité intense, un sentiment d'inutilité, puisque la personne était totalement identifiée à sa situation professionnelle. Je vais prendre ici clairement mon exemple. Quand j'ai fait mon burn-out, je n'étais plus rien. Je savais que je m'appelais encore Charlène, mais pour moi, Charlène était un médecin. Puisque j'étais incapable de travailler, puisque j'étais à la maison incapable parfois de me faire à manger, je n'étais plus rien, puisque ma définition de mon estime personnelle était liée intrinsèquement au fait d'être médecin. Et ça, cette dévaluation personnelle, cette identification à son travail est quelque chose qui est assez typique chez les personnes qui volent en burn-out, littéralement. La culpabilité vient notamment du fait que quand on est à la maison, quand on est malade à la maison, et insistons bien sur le terme de malade, nous ne servons à rien. Nous n'avons plus d'utilité pour la société, nous n'avons plus d'utilité pour la société qui nous a employés, pour la société de façon générale, pour les patients, pour le patron, pour le collègue. Nous sommes inutiles puisque nous sommes malades. C'est très particulier ce mode de pensée qui ne survient que dans les burn-out vrais, pour le coup, parce que les personnes sont intrinsèquement drivées, ont vraiment leur motivation qui est tirée
par le fait d'accomplir quelque chose, d'avoir une utilité dans la société. La perte de sens qui est liée au burn-out va à ce point loin que nous-mêmes, notre propre personne, ne fait plus sens aux yeux de la société. Le fait de ne plus être utile à la société nous fait dire, dans nos propres schémas de pensée tout à fait désorientés et tout à fait altérés, que nous n'avons plus la place d'exister. Et c'est dramatique parce que c'est quelque chose qu'il faut aller absolument et directement creuser et changer au niveau psychologique avec l'aide d'une psychologue ou d'un psychiatre, parce que cela peut mener à des dépressions graves et sévères assez rapidement. Ce sentiment de culpabilité ne peut pas exister plus longtemps que quelques semaines, parce que le risque est véritablement réel et c'est l'importance, il y a une importance capitale à ce que la personne qui soit en burn-out soit véritablement suivie et suivie de près en psychologie et en psychiatrie, non pas pour mettre des médicaments, mais surtout pour arriver à effectuer un changement au niveau du mental pour quitter la culpabilité d'être malade. Et c'est quelque chose que certaines personnes n'ont jamais réussi à quitter entièrement. Mais ça fait partie des bases du changement, ça fait partie de la capacité de guérison d'une personne en burn-out. Ce qui est très rigolo avec tout ce qu'on a à raconter ici, c'est qu'on se rend compte que les personnes en général qui font des burn-out sont des personnes qui sont surinvesties, des personnes qui sont très dynamiques, des personnes qui veulent bien faire, qui ont un sens du travail et un sens de la perfection extrêmement élevé. Ce sont des perfectionnistes nés, people pleasers, qui ont véritablement envie de contribuer au monde avec tout leur corps et toute leur âme. Ce sont des gens qui donnent énormément et qui ont dans leur schéma de pensée cette idée que au plus ils travaillent, au plus ils auront des résultats, au plus ils se rapprocheront de la perfection. Ça ne se passe pas nécessairement toujours comme ça. Et c'est bien là où ça pose problème. Puisque d'un point de vue extérieur, dans la société, les gens qui subissent un burn-out vrai sont des fainéants. Évidemment, cette injonction de la société que ce sont les fainéants qui restent à la maison, qui sont sur la mutuelle, qui ne savent pas travailler, rajoute encore une couche supplémentaire à la culpabilité. Et croyez-moi, la personne elle-même est déjà capable de fournir suffisamment de preuves à sa culpabilité. Et cette injonction de la société qu'il faut travailler pour exister rajoute une couche supplémentaire. Le burn-out est aussi un sujet qui est particulièrement tabou dans les entrepreneurs, puisque on valorise les gens qui travaillent dur, les gens qui réussissent, les gens qui mettent beaucoup d'efforts dans leur business et qui sont au sommet de leur gloire. Il y a très peu d'entrepreneurs qui actuellement osent prendre la parole sur la santé mentale, sur le burn-out, sur le risque que ça comporte et sur l'importance en réalité de prévenir des états d'épuisement professionnel de ce type-là. La stigmatisation de la société par rapport au burn-out induit une pression supplémentaire sur la santé mentale. On n'en parle pas, on ne va pas chercher de l'aide et on rumine dans notre propre soupe en espérant que ça aille mieux. Ça ne se passe jamais comme ça. Donc si j'ai un message à véritablement vous transmettre après vous avoir expliqué en long et en large ce que c'est le burn-out, je pourrais d'ailleurs en parler encore beaucoup plus longtemps, mais c'est pas le but. Je pense que le podcast sera aujourd'hui de nouveau suffisamment long à ce niveau-là. Ce qui est très important, c'est de pouvoir en parler autour de nous, de comprendre quand est-ce qu'on se situe dans une situation de stress chronique et chercher de l'aide suffisamment rapidement, suffisamment tôt, que pour justement ne pas passer les étapes d'irritabilité émotionnelle à l'ingérence émotionnelle, à la dépersonnalisation et à la perte de sens de notre propre vie, qui sont, comme je l'ai dit tout au début, les 3 caractéristiques majeures du burn-out. Je ne veux pas vous faire peur avec cet épisode, je veux que vous sachiez exactement de quoi on parle, qu'est-ce que c'est le burn-out et surtout d'avoir de la compassion pour les personnes de votre entourage qui subissent actuellement un burn-out.
Également de pouvoir avoir en tête et de garder en tête que ce n'est pas irrémédiable et surtout qu'il y a moyen de prévenir le burn-out. Et ça, ce sera l'objet d'un épisode de podcast suivant, puisqu'il s'agissait aujourd'hui du premier de la série SOS Santé Mentale. Le burn-out, on n'a pas fini d'en parler. Vous allez encore avoir des clés supplémentaires, non seulement pour le prévenir, mais aussi pour pouvoir le surmonter, pour pouvoir transformer vos mécanismes de défense et aller nettement mieux. La première chose, la base pour tout changement, est évidemment la compréhension de quoi on parle, la compréhension du burn-out, la compréhension de ce qui se passe au niveau physiologique et physique. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser une petite note et un commentaire. Ça fait toujours plaisir, je les lis et puis ça aide à développer le podcast. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine fois.